Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan numéro 2 du mois de mai. Donc c'est parti, on y va. Ce deuxième bilan sera le dernier du mois de mai puisque j'ai réussi à découper ça de manière à ce qu'il y ait à peu près 8 lectures dans chaque bilan. Comme toujours, je ne vais pas m'étendre sur ces lectures. Je vais vous donner l'essence de ce que j'en ai retenu, de ce qui m'a marqué et je vous laisserai pour un avis plus détaillé aller voir les vlogs. Comme toujours, il y a des playlists mensuelles avec chaque mois de vlog que je peux faire et en mai, les photos sont sur les miniatures donc vous pourrez très facilement retrouver les vlogs où je parle des livres que je vais évoquer ici. Et voilà, pas plus d'introduction, je pense que vous avez plus ou moins l'habitude et si jamais vous êtes nouvelle, normalement dans les playlists vous pouvez retrouver absolument tout parce que je classe du mieux que je peux toutes mes vidéos, donc ça doit être à peu près retrouvable. Voilà. Comme toujours, s'il y a des flashs lumineux sur mon visage, c'est parce qu'il y a du soleil et que les voitures qui passent devant la maison reflètent la lumière du soleil, donc désolé, je peux pas y faire grand chose à part fermer tous les volets et être dans la pénombre, ce qui n'est pas souhaitable, d'autant que je profite aussi du soleil. Il va falloir faire avec. Je vais tout de suite commencer avec la première lecture que j'ai absolument adorée. C'était le Didaka et Le nom du monde des forêts d'Ursula K. Le Guin, qui sont deux novellas, je pense qu'on peut dire, dans l'univers de l'écoumène, donc plutôt l'univers SF d'Ursula K. Le Guin, et que j'ai lu en lecture commune avec Emmeline. C'est un livre que j'avais reçu en service de presse de la part de chez Robert Laffont, qui fait partie de leur collection SF. Je crois qu'il n'y a que de la SF, je suis pas sûre qu'il y ait de la fantasy, je ne suis plus très sûre de ce que je vous avance. Peu importe. Le Didaka, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vient de Terre, qui est indo-canadienne je crois, et qui a connu la montée du fondamentalisme, c'est dur à dire, religieux, qui a fait des études, qui est partie de la Terre et qui voyage très longtemps pour arriver sur Aka, qui est une planète où il y a un langage particulier, sauf qu'elle découvre, une fois qu'elle arrive, après avoir voyagé une ou plusieurs dizaines d'années, que tout ce qu'elle sait est obsolète parce que tout a changé sur la planète et que on est passé sur totalement autre chose dans une société beaucoup plus corporatiste, dans une société qui a introduit l'idée de capitalisme et où on rejette l'édit, donc un petit peu la spiritualité qui faisait l'essence de cette planète. La jeune femme va partir dans un peu les fins fonds d'Aka, vraiment dans un tout petit village où elle va rencontrer des autochtones, des gens qui sont d'Aka, et elle va découvrir qu'il y a une espèce de résistance pacifique où les Mazes, qui sont un petit peu, on pourrait dire les sages, c'est très grossier la manière dont je le dis mais c'est l'idée, continuent à enseigner l'édit aux jeunes de manière totalement illégale et cachée, c'est interdit. Et donc elle va se retrouver confrontée à cette société qui a évolué à l'inverse de ce qu'elle a connu sur Terre et où elle va être confrontée finalement à d'une part ces gens qui résistent de manière pacifique et qui se cachent et auxquels elle va s'intégrer et en même temps à ceux qui sont totalement contre et qui veulent suivre le système, qui veulent appliquer à la lettre les nouvelles règles. Et on va avoir des dialogues absolument passionnants avec un petit côté socratique entre elle et un autochtone de cette planète autour de tout ça. C'est un livre qui est vraiment une espèce de réflexion sur le capitalisme, qui est une sorte de réflexion aussi sur la nouveauté, sur l'évolution des cultures, l'évolution des individus, de ce qu'on peut faire de sa culture et de comment parfois au profit de la modernité on essaie de l'effacer et comment les gens, les petites gens luttent à leur échelle aussi et continuent à promouvoir leurs savoirs ancestraux. C'était un très court roman / novella absolument passionnant que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré les moments de discussion et d'échange où chacun apportait à l'autre et apprenait à comprendre l'autre, où notre personnage qui est totalement extérieur à tout ça et du coup a un regard qui est beaucoup plus objectif, bien que forcément influencé par sa propre expérience personnelle et la manière dont elle voit tout ça, dont elle regarde tout ça, dont elle s'instruit, dont elle essaie de comprendre les codes, les évolutions. Bref, c'était génial, j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai vraiment préféré la deuxième qui est donc Le nom du monde des forêts. C'est très personnel, c'est pas que c'est meilleur ou pas, je pense que c'est juste que les thématiques abordées, je sais pas, ça m'a plus touchée je pense, puisque là on va être sur une planète humanoïde, colonisée par l'écoumène et par des humains comme vous et moi, en tout cas physiquement, qui vont découvrir que cette planète est recouverte d'une forêt qui a des essences d'arbres
terrien, et donc que ces essences d'arbres peuvent être exploitées, utilisées, sauf qu'il y a des humanoïdes sur cette planète, donc des très 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 lointains parents de l'humanité, mais qui ont évolué physiquement différemment et dans leur manière de vivre, leur rythme de vie différemment, pour des raisons assez évidentes, vu qu'ils ont été séparés du reste de l'humanité pendant très longtemps. Et donc c'est un livre qui va parler de colonisation, ça va parler de ces humains, principalement des hommes, ces colons qui vont arriver sur cette planète, qui vont découvrir ces petits humains. C'est très pénible le soleil là. Qui vont découvrir ces petits humains qui sont vraiment tout petits, qui ont un rythme de vie très différent, qui sont recouverts de fourrure et qui vont totalement les déshumaniser, qui vont les exploiter. Et c'est un livre qui va parler de ça, en fait, de colonialisme, d'exploitation, qu'elle soit en termes d'esclavagisme, en termes sexuels aussi, de force de travail, bref, de tout ça et de comment ces colons estiment qu'il est normal que les humains terriens s'approprient les richesses de cette planète. Et donc ça va parler au final, au fur et à mesure que le récit va avancer, de résistance, de rébellion, d'insurrection, de points de non-retour. Et c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé, puisque ce peuple extrêmement pacifique, à un moment donné, va arriver à son point de rupture et va se rebeller. Et donc on va avoir d'un côté cette rébellion et comment elle va être menée. On va avoir de l'autre les humains qui veulent résister, qui considèrent qu'il faut tous les anéantir. Et il va y avoir un troisième groupe d'humains qui va être beaucoup plus dans la réflexion et dans accepter les erreurs qui ont été commises, à savoir s'approprier la planète, s'approprier les ressources et comment faire évoluer ça, comment changer ça. L'autre question qui était abordée suite à cette insurrection, à cette rébellion, c'était aussi finalement comment l'humanité, la nôtre en fait, en arrivant sur cette planète, en s'appropriant les richesses et en faisant ce qu'ils ont fait, ont profondément marqué et changé ces êtres et comment leur société va être durablement marquée par l'interaction avec l'humanité, interaction en plus très négative. Donc vraiment c'était passionnant, j'ai beaucoup aimé. C'est évidemment des questions qui sont d'une très grande importance et très d'actualité encore aujourd'hui, puisque on parle de colonialisme et on parle de comment les colons, en imposant leur culture, forcément influencent et changent les peuples qu'ils colonisent. Bref, excellente lecture que je vous recommande. Comme toujours, je le redis parce que ça me semble important, Ursula K. Le Guin, il y a toujours une entrée en matière qui est un petit peu difficile, un petit peu délicate, où on a cette impression parfois de ne pas comprendre, où on met les pieds, de ne pas comprendre ce qui se passe. Il faut passer ce début très souvent, pas toujours, mais très souvent un peu laborieux pour se plonger à corps perdu dans ses écrits. Donc n'hésitez pas à laisser aller ces premiers chapitres en général un petit peu laborieux et vous allez voir que ça va se décanter et que ça va s'éclairer et que ça va devenir vraiment comme une ampoule qu'on allume. Ça va vous faire tilt dans la tête et il y a de très fortes chances que si vous êtes comme moi et que vous aimez ce genre de questionnement, ça vous passionne absolument. Autre lecture que j'ai lue en mai, et je vais essayer d'être un petit peu plus rapide parce que je me suis beaucoup étendue sur Ursula K. Le Guin, j'ai lu Triste Tigre de Neige Sino. Si vous entendez soupirer, c'est l'enfant qui est allongé sur mes jambes. C'est un récit autobiographique où l'autrice va raconter son calvaire en tant qu'enfant, puisque sa mère s'est séparée de son père, s'est remariée, a rencontré un nouveau conjoint avec qui elle a eu des enfants, et cet homme a été le violeur de l'autrice, donc de Neige, pendant des années et des années, plus d'une dizaine d'années je crois, et elle va développer tout ce propos ici. Ce qui était passionnant dans Triste Tigre, alors quand je dis passionnant, évidemment horrible, terrifiant, révoltant, insupportable, très dur aussi, vous vous imaginez bien, mais ce qui était passionnant, c'est que Neige Sino va reprendre d'autres exemples dans l'art, dans d'autres médias, que ça soit des médias plus journalistiques, des documentaires, des interviews, ce que vous voulez. Elle va reprendre plein de médias différents, plein de supports différents qui parlent d'inceste, qui parlent de viol, de violence et qui parlent de traumatisme, de syndrome post-traumatique et de comment avec le temps ça évolue ou pas, ça évolue forcément mais plus ou moins mal on va dire, et comment ces enfants qui ont subi ça, que ça soit sur une période courte ou une très très longue période, sont pour toujours marqués par ça. Et vraiment, j'ai trouvé que Neige Sino, ici, au-delà de parler de son expérience qui est indiscutable et dont je n'ai pas d'avis à donner, bien évidemment, puisque c'est son expérience à elle, que ça lui est personnel et que tous ses ressentis sont évidemment valides, elle apporte un côté presque journalistique, sourcée, j'ai envie de vous dire, où elle va comparer des visions d'anciennes victimes, de survivants. Il y a vraiment des figures très connues qu'elle va évoquer, des poètes, enfin voilà, des personnes très connues. Et vraiment, c'était
comment vous dire, ça apporte un regard différent sur la chose parce que d'une part ça humanise les victimes, ça n'est pas juste un nom, un cas avec un âge affiché dans un fait divers, dans un journal local, ça humanise les victimes comme peut le faire Alice Géraud dans Sambre. Et il y a quelque chose de très important, je pense, dans ce type de récit, très dur évidemment, si ça vous trigger et si les mots très crus vous trigger, n'y allez pas parce que Neige Sino met les mots sur les actes qu'elle a vécus, elle en parle avec beaucoup de comment vous dire, de manière très crue, quoi, vous avez compris. Elle n'hésite pas à nommer, à dire, et c'est heurtant, bien évidemment, mais c'est aussi très important. C'est un texte dont je ne peux pas plus parler parce que je n'ai pas d'avis à en donner autre que ce côté, peut-être un petit peu plus analyse des différentes sources qu'elle va citer et des différentes expériences qu'elle va remonter, mais c'était passionnant. C'était dur, mais passionnant et surtout nécessaire et important. Ensuite, en mai, j'ai lu le dernier intégral des Aventuriers de la mer de Robin Hobb que j'ai enchaîné, puisque j'avais lu aucun tome de cette intégrale et j'ai enchaîné les 3 puisque ça a été pensé en fait comme un ensemble et que vraiment en lisant le premier roman, en tout cas selon le découpage français, on se rend bien compte que c'est hyper introductif, que ça rappelle des choses qui se sont passées dans les autres tomes et du coup c'est pas une fin en soi, c'est réellement l'introduction d'un volume complet, il faut le prendre comme tel et c'est très compliqué pour moi de séparer ces tomes comme ça a pu être fait en français. Bref, parenthèse refermée, c'était très bon, c'était très bon. Autant j'ai eu du mal à rentrer dans les Aventuriers de la mer, vraiment j'ai eu du mal. Le premier intégral était assez laborieux, j'ai eu du mal à m'attacher. Peut-être que j'ai enchaîné trop vite avec finalement l'assassin royal et j'étais encore dans l'attachement de ces personnages que j'ai quittés à regret. Donc je ne sais pas, toujours est-il que j'ai eu du mal sur le premier intégral, le deuxième c'était beaucoup mieux et le troisième c'était très chouette. Je suis très contente de l'avoir lu, j'avais plus envie de les quitter encore une fois. C'est pour ça que j'ai fait une pause avant d'enchaîner avec la deuxième époque de l'assassin royal, mais pour ne pas reproduire la même erreur. En tout cas, les Aventuriers de la mer, c'était vraiment très chouette. Le résumé très rapide. En gros, on est dans un univers qui fait partie de l'univers de l'assassin royal, mais à un autre endroit de la map, et on suit une famille de commerçants qui possèdent une vive-nef. Une vive-nef, c'est un bateau. Ces vives-nefs sont fabriquées dans une essence particulière, le bois sorcier qui est un bois magique, et lorsque la 3e génération de capitaines meurt sur le navire, la vive-nef va s'éveiller, va prendre une réelle conscience et être un personnage à part entière. Donc tout l'intérêt, en fait toute l'intrigue des Aventuriers de la mer repose sur l'Empire qui essaie de s'imposer et comment ils vont résister et il va se passer vraiment beaucoup de choses, notamment autour des dragons. Si vous aimez les dragons, ça va vous plaire. Bref, en tout cas, j'ai adoré ce dernier intégral, j'ai trouvé que c'était très bon, j'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages qui a été très réussie, j'ai beaucoup aimé les nuances apportées à certains personnages que je n'aimais pas. Il y a un des personnages qui est, je pense, relativement apprécié, Althea, voilà, qui est quand même un des personnages principaux, qui n'est pas sans me rappeler Amalia de Capitale du Nord, et moi j'ai beaucoup de mal avec ce type de personnage, mais son niveau l'évolution pour le coup est très intéressante et très réussie. C'est elle le personnage principal de tout le début en fait, même si après c'est un roman choral donc on va suivre plein d'autres personnages, mais j'avais du mal avec elle et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai eu du mal à me mettre dans ce livre au début, mais au final j'ai adoré, j'ai très envie de continuer, j'ai trouvé que c'était bien écrit, c'était intelligent, c'était prenant, les retournements de situation étaient très réussis. Si vous cherchez de la bonne grosse fantaisie assez longue où vraiment il se passe plein de choses avec plein d'univers croisés, plein d'époques différentes et qui soit relativement safe, qui remet en question les codes patriarcaux, qui remet en question plein de choses qu'on peut trouver dans d'autres grosses fantaisies mais qui sont pas du tout questionnées, et bien Robin Hobb c'est parfait pour ça. Voilà, vraiment lisez Robin Hobb. En mai, j'ai terminé la duologie de La Ville sans vent d'Éléonore de Villepoix. Je vous en ai parlé à de nombreuses reprises et notamment dans mes recommandations du Cocorico Challenge. Donc encore une fois, je vais essayer d'être bref. La Ville sans vent, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a 13 ans qui va aller à Hyperborée, qui est donc une grande ville sous un espèce de dôme protecteur où il fait très bon vivre. Elle va aller à Hyperborée pour a priori retrouver son père qui est un mage, et on va suivre justement un des mages qui n'est pas du tout son père, qui est un jeune homme qui a 17, 18, 20 ans, bon, qui est assez jeune, qui vient tout juste d'être diplômé et son mentor meurt au tout début du tome 1 et il se retrouve à prendre sa place et il se retrouve donc plongé dans des intrigues politiques. Comme vous pouvez vous l'imaginer, les destins de ces personnages vont se croiser et il va se passer beaucoup de choses. C'est un livre, je vais pas rentrer plus dans le résumé parce que vraiment autant l'histoire était très chouette, très intéressante, autant ce que j'ai particulièrement apprécié dans cette duologie, c'est les questionnements en sous-texte, c'est les thématiques abordées en sous-texte et la plume de l'autrice qui est d'excellente qualité, qui ne prend pas son public pour des imbéciles
Et ça c'est appréciable, mais vraiment les thématiques abordées dans ce texte étaient passionnantes puisque on va être vraiment sur des questionnements autour du colonialisme, de l'immigration, des migrations en fait, de populations dues à la guerre notamment, de xénophobie, de racisme, de rejet d'autrui. Ça parle aussi en sous-texte de patriarcat, d'institutions patriarcales, d'institutions misogynes et donc de féminisme en contrepoint, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment une duologie qui est très riche en termes de thématiques. L'autrice a des propos très engagés, la manière dont elle mène les choses est très engagée. Quand on est le public cible, quand on a, je sais plus à partir de quel âge c'est, peut-être 13 ans, quelque chose comme ça, c'est pas forcément ultra évident, c'est pas forcément quelque chose qui va vous sortir de votre lecture, mais quand vous êtes un petit peu plus âgé, que vous avez un peu de recul sur tout ça, bah vous le voyez, vous voyez que c'est engagé, et ça fait partie pour moi des récits vraiment à mettre dans les mains du public cible, parce que ça fait partie de ces récits qui sont bien écrits, qui sont intelligents, où l'histoire est prenante, les personnages sont attachants, il n'y a pas de relation toxique, ou alors pas de relation toxique qui ne soit pas dénoncée, il n'y a pas à proprement parler de romance, et tout est centré sur, au contraire, des valeurs pour moi très importantes, l'amitié, le rapport maître-apprenti, voilà, ce genre de choses qui parlent plus peut-être à des préados que des romances toxiques et absurdes. Donc bref, très 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 bonne duologie, je ne peux que vous encourager à le découvrir, par exemple dans le cadre du Cocorico Challenge, et à le faire lire à des préados parce que c'est intelligent. Voilà, tout simplement, c'est intelligent, c'est prenant, c'était excellent et j'ai adoré. En mai, en lecture commune avec Earl Grey, j'ai lu Jusque dans la terre de Sue Rainford, qui est une publication des Forges de Vulcain, que Pénélope m'avait offert dans, je ne sais plus quel soit, peut-être le calendrier de l'Avent, qui est donc l'histoire d'une jeune fille qui vit avec son père, qui sont un petit peu en dehors du village parce qu'ils sont guérisseurs, mais qu'ils flirtent un peu avec la sorcellerie et la magie et qu'ils ont conscience, et notamment le père, que si les villageois ont besoin d'eux, ils peuvent du jour au lendemain se retourner contre eux. Donc on suit cette jeune fille qui grandit un petit peu coupée de tout et en même temps qui soigne ces gens, qui les connaît très bien, mais très intimement, de par les mots qu'elle détecte en eux et qu'elle va soigner, mais en même temps qui n'a de relation avec personne. Concrètement, jusqu'au jour où elle va rencontrer un jeune garçon qui s'appelle Samson, dont elle va tomber amoureuse, et lui va tomber amoureux d'elle, et plein de choses vont se passer suite à ça. C'est très difficile de résumer ce livre parce qu'il n'y a pas franchement d'histoire à proprement parler. C'est un récit qui est totalement perché, décalé, déstabilisant, qui est glauque, très très organique, très tourné sur la terre, sur la texture, les sensations, le sensuel, et moi j'ai adoré. J'ai adoré être plongée dans cet univers très sombre, très poisseux, très dérangeant. J'ai été intriguée par les questionnements qui étaient soulevés. Je ne suis pas certaine d'avoir des réponses à toutes mes questions, je ne suis pas certaine de ce que veut dire ce texte, mais j'ai été embarquée par la plume, j'ai été embarquée par l'ambiance en fait. Et c'est un très bon livre à lire, typiquement pour le pumpkin, autour d'octobre, parce que vous allez vraiment avoir cette espèce d'ambiance pluvieuse, moite, très automnale, très dérangeante, très perturbante, avec des choses qui se passent qui, je pense, sont dénoncées, mais je n'en suis pas certaine parce que le texte volontairement reste flou par rapport à tout ça et vous laisse dans un flou, et j'ai trouvé ça perturbant en fait, perturbant, mais j'ai aimé, et depuis j'ai lu un autre livre de l'autrice qui a confirmé mon impression par rapport à son écriture, mais voilà, sachez qu'il y a des trigger warnings, notamment autour de l'inceste, et qu'il y a des trigger warnings de manière générale autour de relations toxiques et même de violences, pas forcément des violences physiques, mais voilà, des violences au sein de la cellule familiale, on va dire, et c'est un livre qui est dérangeant. Voilà, c'est un livre qui est très dérangeant, mais qui était prenant et qui était très réussi. En mai, j'ai lu la deuxième partie de la Guilde des Ombres, donc le volume 1 en entier, puisqu'il est découpé en 2 tomes à chaque fois, parce que sinon ça serait beaucoup trop long. La Guilde des Ombres, c'est l'histoire d'une ville qui est la ville qu'on appelle la Cité des Vices, où, voilà, je sais pas comment vous décrire ça, mais il y a un fonctionnement qui est très... qui fonctionne par guilde. Du coup, comment on dit ? J'ai un trou de mémoire. Bref, nous on suit principalement du coup la Guilde des Ombres, qui est une guilde d'assassins, et on va les suivre au tout début pendant qu'ils vont recruter une petite fille de 6 ans qui s'appelle Panama, qui est une humaine, et qu'ils vont la ramener dans la guilde. Elle est orpheline, elle n'a rien à perdre, elle décide de les suivre, et on va suivre dans ce premier volume Panama de son plus jeune âge, ses 6 ans, son histoire personnelle sur ses 6 premières années précédentes, et ce qui va lui arriver au sein de cette guilde, jusqu'à la fin où je crois elle a 17 ans, il me semble, si je dis
dis pas de bêtises. La Guilde des Ombres, c'est un récit qui est très très sombre, c'est de la dark fantasy, c'est un récit qui est dérangeant parce qu'il y a une vision de la violence, de la mort qui peut être dérangeante bien évidemment, même si c'est ce qu'on recherche quand on lit ce genre de livre, je pense, mais aussi qui est dérangeant parce qu'il va y avoir une très très grosse relation toxique, relation d'emprise, relation entre un adulte et une enfant, une ado, qui est évidemment extrêmement dérangeante. Ce que j'ai aimé dans la Guilde des Ombres, alors déjà, c'est l'univers, les personnages, l'évolution des personnages, le fonctionnement, la magie, les dragons, qui sont des dragons très particuliers, tout ça pour moi c'était excellent. On est sur un world building de folie, très bien construit, qui promet beaucoup de choses pour la suite, qui est bien pensé, qui est intelligent, qui est prenant, qui est sombre, qui est glauque. On a ce personnage de Panama qu'on voit grandir, évoluer et level up, et c'est passionnant, c'est incroyable vraiment. On suit aussi toutes ces intrigues politiques évidemment, puisque la guilde est en tension avec les autres guildes. Il se passe plein de choses d'un point de vue politique, d'un point de vue histoire et world building. Mais il y a pour moi une mention particulière à faire dans ce livre, qui peut être un point qui donne envie de le lire comme au contraire pas du tout, c'est cette fameuse relation d'emprise, puisqu'ici vous allez voir évoluer cette relation. Je tiens à préciser qu'on est du point de vue de Panama. On n'est pas à la première personne, mais on suit ce que Panama vit principalement, très majoritairement, pas que, mais presque exclusivement quand même. Et du coup, tout ce qu'on voit, c'est ce qu'elle perçoit. Elle est une petite fille, puis une jeune fille, dans un univers extrêmement masculin. Elles ne sont que deux femmes, sans compter la cuisinière, mais qui n'est pas une assassine du coup. Donc elles ne sont que deux femmes, et c'est vraiment un univers qui est très misogyne, qui est très dérangeant, qui est très particulier, qui est très dur aussi. Et on va voir Panama tomber sous le joug d'un adulte, un vrai adulte, puisqu'il a plus d'une centaine d'années, qui va avoir évidemment une relation très malsaine avec elle quand elle est jeune, et cette relation va évoluer vers une relation amoureuse. Et ce que j'ai trouvé très bien fait en fait, c'est que moi j'ai ressenti les dénonciations du texte, j'ai ressenti la volonté de l'autrice de dépeindre cette relation toxique pour ce que c'est, et du point de vue de cette jeune fille qui n'est pas du tout objective, qui est une ado, qui a besoin d'être guidée, qui est en pleine formation, qui est en train de se construire, et à qui on ne peut pas reprocher d'être attirée par un homme qui est un peu un modèle pour elle, et là où lui devrait mettre des limites en fait. Et j'ai trouvé que c'était bien fait parce que je pense que c'est ce genre de livre qui peut mettre des mots et qui peut peut-être vous permettre de détecter des choses que vous avez vécues dans votre passé si vous êtes adulte, ou même des choses que vous vivez encore dans les mécanismes des relations d'emprise, des choses qui ne sont pas normales, qui ne sont pas acceptables, et le fait de le voir à travers les yeux de cet ado qui résiste dans une certaine mesure, mais en même temps se laisse faire aussi parce que c'est compliqué, ça permet de prendre une distance par rapport à soi et peut-être son expérience personnelle, et bien d'avoir un regard critique sur soi. Mais surtout j'ai trouvé que c'était fait de manière où vraiment il n'y a aucune culpabilité qui est portée sur le personnage féminin, bien au contraire, et vraiment il y a une déculpabilisation. Elle n'est pas responsable, et je trouve qu'il y a une dénonciation aussi des autres adultes autour qui ne font rien pour empêcher ça, ou très peu, et bref, c'est vraiment très dur, c'est assez hardcore, et je peux vous garantir que la deuxième partie est pire, parce que l'autrice va rentrer vraiment dans les vices de ce personnage masculin qui est concrètement extrêmement problématique et qui ne va pas bien dans sa tête, soit. Donc c'est très dur à lire, et en même temps j'ai trouvé que c'était important et qu'il y avait cette porte de sortie qui se profilait à tout instant, parce que Panama, bien qu'elle soit sous le joug de cet homme, elle a quand même à certains moments des fois où elle se dit mais c'est pas normal en fait, c'est pas normal, je veux pas, c'est pas normal. Et donc on voit bien qu'il y a cette espèce de petite résistance en elle, où on se dit qu'elle peut s'en sortir d'une façon ou d'une autre, et c'est ce qu'on espère, et c'est très bien fait, c'est très bien mené, c'est très intelligent, c'est très bien écrit, c'est dur, c'est dérangeant. Voilà, vous avez toutes les clés en main pour savoir si vous pouvez ou souhaitez lire cet ouvrage. Avant-dernier livre dont je vais vous parler, c'est le tome 2 des Contes fracturés d'Alix E. Harreau, que j'ai enfin lu. Pareil, cadeau de Pénélope. Les Contes fracturés, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Zenia, je crois, qui est atteinte d'une maladie orpheline.
Oui, c'est ça, une maladie orpheline due à son environnement, je sais plus très bien les détails, mais qui la condamne à mourir à ses 21-22 ans, enfin très très jeune. Et donc Xenia a grandi toute sa vie dans l'optique qu'elle allait mourir, et donc dans l'optique de ne pas s'attacher, enfin à part à sa famille, mais voilà, de ne pas avoir d'amoureux, de ne pas avoir plus d'amis que ça. Elle a une amie, et dans l'idée de faire tout ce qu'elle pouvait faire pour profiter de la vie avant de mourir. Et ce qui va se passer, c'est que pour fêter ses 21 ans, sa meilleure amie va lui organiser une fête La Belle au Bois dormant, puisque Xenia est une très grande fan de ce conte et des contes de manière générale, puisqu'elle fait des études autour des contes et des traditions. Durant cette soirée, à minuit, son destin va basculer, puisqu'elle va basculer dans un autre univers, un univers de contes de fées. C'est le deuxième tome, et dans la continuité du premier, il y a une espèce d'ellipse temporelle de plusieurs années, mais on est dans la continuité du premier, sauf que cette fois-ci, elle ne va pas être replongée dans La Belle au Bois dormant, mais dans Blanche-Neige. Et ce que j'ai trouvé très bon dans ce deuxième tome, c'est qu'on suit le fil rouge de l'histoire de Xenia, qui est toujours dans cette optique qu'elle va mourir, dans cette optique de malade qui souffre d'une maladie incurable en fait, avec tout ce que ça peut impliquer psychologiquement et aussi tout ce que ça peut impliquer en termes de médicaments, enfin voilà, bref. Et en même temps, dans cette espèce d'autre univers parallèle où elle n'est pas exactement la même personne et où elle peut influencer le destin de certaines femmes de conte. Et pour moi, c'était vraiment très très réussi. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était toujours aussi intelligent, toujours aussi féministe, toujours aussi engagé. C'est des livres qui vont développer des relations saphiques, notamment de manière très naturelle, décomplexée, et ça fait du bien. Ce sont des livres qui ne sont pas des réécritures de contes parce qu'on ne réécrit pas à proprement parler les contes, en tout cas pas comme on l'entend habituellement. On est vraiment dans une volonté performative. Le personnage de Xenia va montrer aux jeunes femmes des contes, aux femmes des contes, qu'elles peuvent prendre leur destin en main et qu'elles peuvent devenir personnages principaux et qu'elles peuvent changer ce destin, qu'elles peuvent prendre cette fatalité en fait à contre-courant et se débattre contre ça et faire autre chose. Je sais pas comment vous dire ça autrement. C'est un livre pour moi qui a un aspect théorique très intéressant de mise en abîme du conte, de l'écriture du conte, avec le schéma actantiel, enfin voilà, toutes ces choses qu'on peut connaître, mais en même temps il y a tout ce développement féministe engagé, LGBTQIA+ friendly, enfin bref, c'est vraiment très chouette. Moi j'aime beaucoup. Après, n'oubliez pas que c'est très court, ça va très vite, on développe, en même temps on peut pas développer sur des centaines de pages puisque c'est pas l'objectif, c'est vraiment un récit, quelque chose de performatif où on va à l'essentiel, où l'autrice dit ce qu'elle a à dire et c'est rapide et c'est assez concis, mais en même temps c'est hyper bien fait. Moi j'ai vraiment adhéré de bout en bout. J'aime la plume de cette femme, j'aime ce qu'elle propose, j'aime ce qu'elle fait. Je trouve c'est une autrice accomplie qui s'essaie dans tous les genres, que ça soit Le Temps des sorcières qui serait plutôt du réalisme magique, que ça soit fantastique on va dire, que ça soit tout ce qui va être ici réécriture de contes, mais réécriture au sens littéral du terme, que ça soit avec Starling House, on est plutôt dans de l'horrifique, dans de l'horreur, Je trouve que c'est une autrice accomplie qui a des choses à dire, qui dit des choses, qui propose des personnages assez diversifiés, qui sont de différents milieux, qui a des propos engagés et qui essaie de représenter le plus de personnes possible sans s'approprier les combats qui ne sont pas les siens. Vraiment, je trouve que c'est réussi. Alors voilà, après on aime, on n'aime pas, moi je vous invite à tenter, si ce que je peux vous en dire vous intéresse, n'y allez pas en croyant que vous allez avoir une pure réécriture des contes, c'est pas le cas. Il y a ce regard analytique sur les contes que moi j'ai adoré. Dernière lecture dont je vais vous parler ici, et pareil, je l'ai cité dans mon Cocorico Challenge, donc je vais essayer d'être assez concise, c'est La Régulation de, et j'ai un trou de mémoire parce que je n'ai pas écrit le nom de l'autrice, je suis absolument désolée. Bon, je vous remets. Perrin-Guillet, je crois son nom de famille, je sais plus. Je vous remets ça là. Je suis désolée si l'autrice passe par ici, n'en prenez pas ombrage, très honnêtement. J'ai une mémoire en ce moment qui fonctionne très très mal. Bref, La Régulation, c'est une sorte de dystopie, de roman d'anticipation, donc plutôt classé en science-fiction, où on va suivre une communauté qui vit dans des murs totalement clos, fermés, bétonnés, très hauts, la lumière passe très peu, et régulièrement, en fait, finalement, la population va augmenter, et donc il va falloir réguler celle-ci, et ce qui a été mis en place pour réguler la population, c'est ce qu'on appelle la régulation. De manière très logique. Donc un certain nombre d'individus de cette communauté tirés au sort a priori reçoivent le nom d'une personne à éliminer. Je sais plus si c'est une personne ou une liste de personnes, mais en tout cas des personnes à éliminer, et à la fin il faut qu'il en reste qu'un, c'est ça l'idée. Et donc nous on va suivre plein de protagonistes qui ont reçu des noms ou qui sont sur une liste ou qui font d'autres choses, mais je vais pas développer pour pas vous spoiler. J'ai trouvé que l'intérêt en matière de ce roman était génial parce que c'était ultra cinématographique. On est sur le moment où, juste avant de recevoir le message, le premier
protagoniste, je crois il travaille dans une bibliothèque, il va fermer la bibliothèque, il va recevoir le message, la liste de la personne ou des personnes qu'il doit tuer, en sachant que lui est en fauteuil roulant et que c'est d'autant plus compliqué d'être discret quand tu dois tuer des gens sans te faire tuer toi-même. Et en fait, à chaque fois, on va avoir un relais qui va se passer. La personne avec qui il était juste avant de recevoir le message va partir pour rentrer chez elle et elle-même recevoir un message. Et pendant qu'elle le lit, elle va croiser une autre personne que l'on va suivre ensuite, qui va recevoir le message. Il y a quelque chose d'hyper cinématographique dans ce bouquin. C'est un livre que vous pourriez parfaitement voir au cinéma. Dans les actions, dans la manière dont c'est écrit, dont c'est présenté, dont c'est pensé, c'est vraiment quelque chose qui est très visuel et qui fonctionnerait très bien au cinéma. Voilà, très honnêtement. C'est un livre que j'ai apprécié. J'ai trouvé qu'il y avait plein de choses qui étaient hyper intéressantes dans ce bouquin, et notamment, évidemment, tout le côté pourquoi ils sont entre des murs, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, que s'est-il passé, qui dirige tout ça, parce que les dirigeants, personne ne les a jamais vus, et évidemment, tous ceux qui se posent des questions sur cette régulation, alors ceux qui ne s'en posent pas, oui, et ceux qui s'en posent et qui se demandent qu'est-ce qu'il y avait avant et pourquoi ça a été mis en place. Bref, il y a vraiment ce côté dystopique, de réflexion, de remise en question de l'ordre établi. Il y a tout un plot twist qui était très bien réussi, assez bien amené, que moi j'avais pas forcément vu venir, en tout cas pas comme ça. J'avais vu en partie, je sentais bien certaines choses, mais vraiment j'ai été quand même relativement surprise. Donc c'était vraiment un très bon roman de divertissement. Si vous avez envie d'une dystopie qui ne soit pas anxiogène, parce que il n'y a pas tout ce côté climatique inquiétant, c'est vraiment une dystopie très clos sur elle-même, avec juste un petit groupe d'individus, un roman choral. Allez-y, parce que ça fait très bien le taf, c'est divertissant, c'est prenant, ça fait le job, c'est de la dystopie adulte, et c'est aussi une très bonne porte d'entrée pour lire de la SF dystopique, parce que c'est accessible, tout simplement. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'ai parlé beaucoup plus longtemps que ce que je voulais faire, mais le fait est que j'ai lu beaucoup de livres très intéressants et que j'en ai présenté 8, donc c'est forcément long. Nous verrons ce que je fais au montage. Du coup, je ne vais pas plus traîner. N'hésitez pas à me dire si certains des livres dont j'ai parlé vous font envie, si vous les avez lus, si vous aimeriez les lire, si éventuellement vous pourriez les caser dans votre Cocorico Challenge, que sais-je, ou votre pumpkin. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!